900 millions d'électeurs appelés aux urnes. 7 phases de vote étalées sur 6 semaines du 11 avril au 19 mai pour un scrutin législatif. L'Inde, deuxième pays le plus peuplé du monde, vient de connaître les plus grandes élections de l'histoire. Et les résultats sont tombés hier. Le Premier ministre sortant, Narendra Modi, a remporté une victoire écrasante. Il conforte sa majorité au sein de la chambre basse du Parlement, qu'on appelle la Lok Sabha. Et son parti, le BJP, dispose de la majorité des 542 sièges qui étaient à renouveler. C'est une victoire historique aussi, car c'est la première fois en 35 ans qu'un parti conserve la majorité absolue en Inde. Bonjour Christophe Jaffrelot. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes ancien directeur du CERI, directeur actuel de recherche au CNRS, enseignant à Sciences Po, grand spécialiste de l'Asie du Sud et notamment de l'Inde à laquelle vous avez consacré de nombreux ouvrages. On peut citer celui qui vient d'être réédité avec une édition actualisée chez Pluriel, l'Inde contemporaine, portrait d'un pays et de sa société. Et on peut citer surtout le dernier qui va nous intéresser particulièrement pendant cette émission, l'Inde de Modi, national populisme et démocratie ethnique aux éditions Fayard. Première question, Christophe Jaffrelot, est-ce que vous avez été surpris par l'ampleur de la victoire de Modi? Oui, l'ampleur du raz-de-marée Modi est surprenante et j'étais sur place il y a moins d'un mois et les pronostics étaient en général ceux d'une coalition. On s'attendait à avoir certes un BJP en tête, mais avec le besoin d'alliés, de partenaires. Et là, il n'a pas besoin de partenaires, il peut gouverner seul et c'est une surprise. Comment expliquer ce succès? Est-ce qu'il a fait une bonne campagne? Est-ce qu'il a un bon bilan? Non, le bilan n'est pas bon. Le bilan est très contrasté en vérité. C'est un Premier ministre qui avait été élu il y a 5 ans sur la promesse du développement économique, et notamment sur la promesse de la création d'emplois. Au lieu d'en créer, il en a détruit. Le chômage est élevé en Inde? Oui, et alors le problème de l'Inde, ce sont les indicateurs, les statistiques. Donc on ne sait pas bien. On ne sait pas bien. Et il y a trop de pauvres qui ne peuvent pas ne pas travailler pour qu'on puisse les considérer comme des chômeurs. Donc en fait, c'est du sous-emploi qu'on parle. Mais on sait qu'il y a beaucoup de sous-emploi et que, en particulier, la jeunesse souffre énormément de ne pas trouver d'emploi et de ne pas trouver d'emploi à la hauteur de sa qualification. Donc ça, c'est un autre problème parce que ça crée de la frustration chez des jeunes diplômés. Donc il avait promis un développement économique qui n'a pas eu lieu, qui au contraire d'ailleurs a été entaché parce que il a décidé en 2016 la démonétisation, le retrait de 86% de la masse monétaire en circulation subitement pour des raisons de lutte contre la corruption, mais ça a mis l'économie à genoux. On a perdu 2 points de croissance probablement à ce moment-là. Donc ce n'est pas là-dessus qu'il a été élu. Il a été élu sur ce que les populistes savent faire le mieux, l'exploitation d'émotions sécuritaires en l'occurrence. C'est la peur de l'autre qui a été le thème récurrent de cette campagne, dans un contexte qui s'y prêtait puisqu'en février dernier, l'attentat islamiste qui a tué 41 soldats indiens au Cachemire a été l'occasion de la manipulation, de l'instrumentalisation d'un sentiment patriotique légitime parce que la menace était réelle et que Narendra Modi a décidé des frappes aériennes sans précédent contre le Pakistan, et c'est la première fois depuis la guerre de 71 que l'Inde va frapper avec ses avions le territoire pakistanais. 600 millions d'électeurs se sont déplacés, se sont prononcés sur les 900 millions. 67%. C'est 67%, c'est un taux de participation particulièrement élevé. Christophe Jaffrelot, qui le soutient? Est-ce qu'on peut faire un portrait sociologique de l'électorat de Modi? C'est difficile parce qu'en fait, justement du fait de cet appel au sentiment national et nationaliste, on a en quelque sorte un électorat attrape-tout. On sait qui ne les soutient pas. Commençons par là alors. Exactement, par défaut on peut avancer par cercle concentrique. Les minorités, les musulmans, les chrétiens. Qui sont 190 millions. Voilà, on peut dire qu'aujourd'hui, on a effectivement 14,5% de musulmans en Inde et 2% de chrétiens. Bon. Ces minorités ne le soutiennent pas pour une bonne raison, c'est que le nationalisme qui est mis en avant par Modi est hindou et que c'est
le musulman, voire le chrétien, qui est l'autre par excellence. Qui est désigné comme l'autre. Et qui est ciblé, qui a été la victime de 5 années, on peut dire, de vigilantisme ou de police culturelle sur le terrain. Donc ceux-là n'ont pas voté pour lui. Après, les paysans qui ont été particulièrement victimes d'une politique très pro-urbaine, très favorable à la classe moyenne urbaine, sont aussi ceux qui ont le moins tendu à voter pour lui. Et parmi les gens des campagnes, les intouchables, les castes les plus basses, qui ont été victimes d'un retour des hautes castes, puisque, il faut bien le dire, le subtexte du nationalisme hindou, c'est quand même le retour des hautes castes. C'est le retour d'une élite qui trouve dans le populisme nationaliste hindou, eh bien la meilleure façon de désamorcer les conflits de classe et de caste en disant oubliez votre caste, oubliez votre classe, pensez à vous en tant qu'hindou d'abord. Et évidemment, ça permet aux hautes castes de revenir dans le jeu et de reprendre la main au détriment des basses castes. Après, on a trouvé des électeurs qui venaient de toutes sortes d'horizons, la surreprésentation des hautes castes dans l'électorat du BJP restant quand même très évidente. Vous dites, enfin, en tous les cas, vous avez l'air de nous dire, Christophe Jaffrelot, que Narendra Modi a été réélu beaucoup plus sur la base de sa personnalité, son discours sécuritaire et nationaliste, bien plus que sur un programme, même s'il y a 5 ans, il avait, puisqu'il était déjà Premier ministre depuis 5 ans, il avait promis donc un développement économique. Alors comment comprendre cette popularité? Je vous disais comment comprendre ce succès, comment l'expliquer, ce succès aux élections, mais plus largement, comment interprétez-vous la montée en puissance de cet homme qui est maintenant à la tête d'un pays de 1,3 milliard d'habitants? Oui. Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur clé que j'ai déjà mentionné, cette capacité à mobiliser les peurs et la colère, ça va de pair. Hein. Tous les national-populistes du monde entier... De ce point de vue, il ressemble quand même à beaucoup des nationaux-populistes dans le monde. La liste s'allonge. On ne peut pas parler d'Europe aujourd'hui jusqu'à ce soir. S'il vous plaît, mais on va se faire taper sur les doigts. Mais on en a chez nos voisins, des national-populistes. On peut aller plus loin. Hein. Les Bolsonaro, les Erdogan, les Trump, les Duterte aux Philippines, ont tous utilisé ce répertoire. Donc ça, c'est un... De ce point de vue-là, Modi est dans la cette ligne trempe-là. Si exactement. Donc ça, c'est une ressource qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Alors, dans un contexte où il est allé plus loin que les autres, notamment en donnant son investiture à des personnalités qui avaient été accusées de terrorisme pour avoir posé des bombes dans des mosquées, et c'est la première fois qu'on élit au Parlement indien des gens qui étaient jusque-là à l'extrême droite de l'extrême droite, en quelque sorte, du BJP. Et donc... c'est quand même le facteur le plus frappant dans cette campagne électorale. Le deuxième facteur très important, c'est quand même le caractère illibéral de cette démocratie. On voit la commission électorale ne plus faire respecter le code de conduite qu'elle a édicté. Il a fallu que la Cour suprême lui demande de faire respecter la loi et notamment de ne pas laisser les discours les plus xénophobes, les plus islamophobes se répandre comme c'était le cas à travers notamment les réseaux sociaux. Et cette espèce de transformation de la compétition électorale qui n'est plus aussi équitable en quelque sorte qu'auparavant, on le trouve dans une autre dimension, c'est l'argent qui a coulé à flot pendant cette campagne. Les estimations actuelles évaluent à 7 milliards de dollars les dépenses de cette campagne électorale. On est à plus de 2 fois ce que Obama avait dépensé pour la campagne la plus chère de l'histoire du monde il y a quelques années. Parce que Modi, c'est aussi quelqu'un qui profite des nouvelles technologies, de la communication pour s'adresser directement à la population. Alors via les réseaux sociaux, mais pas seulement, hein, Christophe Jaffrelot. Et ça coûte cher. Effectivement, saturation de l'espace public. Alors par les réseaux sociaux, quand même, principalement, hein, WhatsApp est le grand médium en Inde comme ailleurs, et Dieu sait si on là aussi comme au Brésil. Exactement. Par exemple. Et aux États-Unis. Dieu sait si on vend les WhatsApp Groups en Inde. Hein. Vous avez des entrepreneurs de WhatsApp Groups, des gens qui font des groupes WhatsApp et qui les vendent aux partis politiques ensuite. Comme ça, vous avez des espèces de banques de vote qui sont déjà préconstituées. Donc c'est tout un commerce, tout un business. Mais ça, c'est pas ce qui coûte forcément le plus cher. Ce qui coûte très cher, c'est d'avoir des armées
de trolls, comme on les appelle, des gens qui passent leur temps dans des war rooms, dans des salles de guerre électorale, à inonder non seulement les réseaux sociaux, mais aussi les réseaux de militants, pour leur donner des éléments de langage qui permettent d'aller ensuite au niveau des bureaux de vote pour mobiliser les électeurs. Et puis la télévision, les médias électroniques. Et cette fois-ci, on a pu calculer que le plus grand annonceur publicitaire de l'Inde de toute l'année 2019, puisqu'on travaille sur une année fiscale qui part du 1er avril et qui se termine le 31 mars, ça a été le BJP, devant Netflix. Netflix est le numéro 2 en tant qu'annonceur. Mais 80% du prime time est allé au BJP. Donc ça, c'est un facteur très important qui montre que non seulement les institutions comme la Commission électorale ne peuvent plus faire respecter une compétition équitable, mais que l'argent fait bouger aussi les lignes de ce point de vue-là. Alors il y a un grand vainqueur donc de ces élections, Narendra Modi, et puis il y a un grand perdant, c'est son opposant du parti du Congrès, Rahul Gandhi, de la dynastie, qui avait pourtant fait l'effort de faire un document avec un programme pour le coup extrêmement riche, avec 50 pages de propositions, comme quoi, Christophe Jaffrelot, là aussi c'est très intéressant comment fonctionne la démocratie indienne, et peut-être est-ce un laboratoire pour nous autres, ici, eh bien ça ne marche plus, ça. Non, on ne gagne plus les élections sur des programmes aujourd'hui. C'est devenu beaucoup plus compliqué que de faire passer des idées, que de penser en termes de politique publique. Alors c'est d'autant plus frappant dans le cas indien que les problèmes de politique publique abondent. On a une pollution atmosphérique qui est responsable de la mort d'1 200 000 personnes. 3e pollueur mondial, l'Inde. Et les villes indiennes sont les plus polluées au monde. Elles sont dans le haut de la liste des villes de ce point de vue-là. On n'en a pas parlé du tout. Pas un mot dans la campagne de ce genre de problème. On a une crise agricole qui explique une paupérisation et un suicide des paysans, là aussi chronique. Il n'en a pas été question non plus. Donc, on ne gagne pas les élections sur le débat. Et d'abord, il n'y a pas de débat. C'est une démocratie qui ne met jamais en présence les candidats pour le pouvoir. Et qui va plus loin, c'est une démocratie où il n'y a pas de conférence de presse. De toute façon, Modi aujourd'hui concentre tous les pouvoirs. La démocratie prend des accents autoritaires. On en parlera après la revue de presse de Natacha Triou. Juste un mot avant cette revue de presse, Christophe Jaffrelot, sur la carte des pays avec lesquels l'Inde entretient des relations, puisqu'il a reçu quand même des félicitations d'un peu partout. Quel type de relations entretient Modi avec ses camarades, puisque là, en l'occurrence, ce sont des camarades, par exemple, avec les États-Unis? Oui, la relation est très forte avec les États-Unis. Et elle est d'autant plus que l'Inde compte sur les États-Unis pour contenir la Chine, et réciproquement d'ailleurs. Là, il y a une alliance objective. Au-delà, les grands partenaires de l'Inde sont précisément ceux qui ont aussi intérêt à contenir la Chine. Le Japon de Abe, l'Australie, l'Iran est aussi sur cette liste, et c'est compliqué d'être à la fois l'ami de l'Iran et des États-Unis. L'Inde va devoir sans doute choisir dans les semaines qui viennent, et ce ne sera pas simple. Et puis bien sûr, en Occident, en Europe, les grands partenaires commerciaux, l'Allemagne, la France, qui sont parmi les partenaires structurels maintenant de ce pays. Allez, on continue cette émission et cet entretien autour de la victoire historique de Narendra Modi en Inde, tout de suite après la revue de presse de Natacha Triou. Il est 8h30 sur France Culture. France Culture, les matins du samedi, Caroline Mouret. Bonjour Natacha. Bonjour Caroline. Alors on le disait, la campagne s'est arrêtée hier à minuit, campagne pour les élections européennes. Nous voterons donc demain en France. L'audiovisuel est en période de réserve. La presse écrite, elle, n'est pas soumise à cette règle. Elle titre sur les européennes, mais vous êtes allé chercher ailleurs. Je suis parti en Californie grâce à la revue Esprit. La revue consacre un gros dossier sur l'idéologie de la Silicon Valley. Car bien plus qu'une zone géographique, il s'agit bien d'une idéologie. Synonyme de liberté et de start-up florissante, la Silicon Valley diffuse une certaine vision du monde qui métamorphose la structure même de nos sociétés. Au départ, la vallée rêvait d'un monde sans bureaucratie, sans hiérarchie ni politique. Une convergence des utopies de gauche et d'un libéralisme économique. Puis est venu le côté obscur des technologies. C'est ce que décrit l'universitaire Shoshana Zuboff dans son article.
un monde intégralement transformé en information. De ce big data émerge un nouveau genre de contrôle sur les populations. Ce capitalisme de la surveillance est profondément antidémocratique, écrit-elle. Le sociologue Antonio Casilli, lui, s'intéresse aux ouvriers du clic à l'heure des plateformes numériques. Pour lui, je le cite, « Le déploiement d'une action maîtrisée et enrichissante autant pour l'économie que pour la société s'avère pour l'instant impossible, tant les plateformes reposent sur la nécessité d'organiser l'action de leurs humains en les transformant en service. » Alors vous avez fait un vrai voyage à travers le monde puisque Natacha de la Californie, vous êtes partie en Algérie. Un vent nouveau soufflerait sur la jeunesse, c'est ce que l'on apprend dans 2 longs papiers, à commencer donc par Télérama cette semaine qui s'est penché sur la jeunesse algéroise. C'est un reportage qui dresse le portrait de cette nouvelle génération qui rêve d'une révolution démocratique. Depuis le 22 février, la contestation en Algérie ne faiblit pas. Les slogans sont un peu moins drôles qu'au début, mais davantage politisés et réfléchis, nous dit l'un d'eux. Les manifestants exigent plus. Le renouvellement total du personnel politique, le report des élections prévues le 4 juillet, la mise en place d'une assemblée constituante pour instaurer une 2e république. Dans Le Oui demain qui vient de sortir, c'est encore un peu plus jeune. En couverture, les enfants à l'assaut du vieux monde. Rencontre avec 25 activistes de moins de 18 ans. Alors dans ce dossier, on y croise Greta Thunberg, la militante de 16 ans pour le climat, mais aussi Choutekalt Martinez, qui à l'âge de 15 ans attaque en justice le gouvernement américain pour inaction climatique. L'affaire est en cours. Pour la documentaliste Flore Vasseur, interrogée dans ces pages, 2 points distinguent cette génération en lutte. D'abord, ils sont des Facebook natives. Ils savent gérer la diffusion de l'information. Grâce aux réseaux sociaux, ils sont leurs propres médias. Et enfin, s'ils n'ont pas le droit de vote, les moins de 18 ans sont des consommateurs et des cibles clés. Ils sont, par conséquent, un contre-pouvoir économique. Alors, elle a plus de 18 ans. Il n'empêche que c'est une grande favorite. Oui, parce que je ne peux pas vous dire grand-chose de la presse du jour et des élections européennes, mais tout de même, il y a une élection dont je peux parler, avec une liste de candidats qui déchaînent les passions. C'est la Palme d'Or du Festival de Cannes. Alors, qui sera élu au palmarès de cette 72e édition? Un verdict ce soir. La grande favorite, selon la presse, Virginie Efira. Elle est très pressentie pour remporter le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans Sibylle de Justine Triet. C'est ce que pressentent les Inrocks, Le Parisien aujourd'hui en France, Le Monde et Le Figaro ce matin. La comédienne se partage même la couverture de Libération. Elle est aux côtés d'un drapeau européen en point d'interrogation. Restons palmes, titre le journal. Et il faut quand même noter que Justine Triet et Virginie Efira seront les invités d'Antoine Guillot tout à l'heure à 14h dans Plan Large. Merci beaucoup Natacha Triou pour cette revue de presse. On retrouve notre invité du jour, Christophe Jaffrelot, chercheur spécialiste de l'Inde. On parlait à l'instant, Christophe Jaffrelot, de jeunesse et d'une femme en l'occurrence, avec cette actrice Virginie Efira. Les jeunes, les femmes, on sait comment ils se sont comportés dans cette élection en Inde? Oui, la jeunesse urbaine en tout cas vote maudit. Et pour des raisons qui sont celles que j'ai déjà évoquées, à savoir comment l'Inde peut-elle être forte dans le monde d'aujourd'hui en ayant un homme fort à sa tête. Les femmes, c'est plus compliqué, ne serait-ce que parce qu'elles ne votent pas toujours selon leur propre libre arbitre en quelque sorte, mais qu'elles prennent des conseils notamment familiaux. Ceci dit, il y a un électorat féminin qui se dessine et on voit certains États de la Fédération indienne décider des politiques de prohibition de l'alcool, par exemple, pour mieux attirer le vote féminin, car l'alcool est un fléau pour les foyers, notamment les plus démunis. L'alcoolisme est un fléau. Et donc la prohibition est devenue une des armes de séduction des électrices que certains partis mettent en avant, ce qui est le signe qu'un vote féminin émerge. Car lorsqu'on fait quelque chose pour une catégorie de population, c'est qu'on pense qu'elle peut voter en bloc. Christophe Jaffrelot, la facilité journalistique présente souvent l'Inde comme je mets des guillemets, la plus grande démocratie du monde. Est-ce qu'on a raison de présenter le pays comme cela? Est-ce qu'aujourd'hui, cette démocratie est un miracle ou un mirage? Dans le livre que vous avez cité en introduction, l'Inde de Modi, j'ai titré la seconde partie la plus grande démocratie ethnique du monde. Précisément pour la qualifier
hélas, aujourd'hui, il nous faut qualifier la plupart des démocraties. Le populisme transforme bien des démocraties. En Europe, sans le nommer, on a un responsable qui revendique aujourd'hui une démocratie illibérale. C'est une démocratie, mais avec, là aussi, des guillemets. La démocratie ethnique, c'est autre chose. C'est une démocratie, alors pour le coup, inventée par Israël, une démocratie où, certes, on vote, où certes la presse garde une forme de liberté, la justice une forme d'indépendance, mais certains citoyens sont moins égaux que d'autres. Les minorités, et en Israël c'est de droit, n'ont pas les mêmes accès, les mêmes droits que la majorité ethnique, et c'est un État qui s'identifie à une communauté, c'est un État juif. L'Inde n'a pas transformé sa constitution, elle n'a pas dit explicitement que c'était un État hindou. C'est encore un État de droit. C'est encore un État. En ce sens-là, encore une démocratie. Oui, et un État qui se veut toujours séculariste. Le sécularisme, c'est la version indienne de la laïcité. C'est l'idée qu'il n'y a pas de communauté qui l'emporte sur les autres. Il n'y a pas de religion officielle. Toutes les communautés sont sur un pied d'égalité en théorie. En pratique, on voit bien que la démocratie ethnique s'installe et que certains sont plus égaux que d'autres, pour paraphraser Orwell, qui n'a jamais été plus actuel. Et c'est bien ce pourquoi on voit que le côté illibéral peut prendre différentes formes, notamment celui de la domination des minorités par une majorité. Christophe Jaffrelot, c'est ce nationalisme hindou que porte aujourd'hui Narendra Modi, et quand je dis aujourd'hui, c'est déjà depuis 5 ans. Il a des racines, ce nationalisme hindou. Vous en faites la genèse et l'historique dans votre livre, l'Inde de Modi. Est-ce qu'on peut comprendre la montée de ce nationalisme hindou par la puissance justement de ses racines historiques? C'est un des grands facteurs. Quand un mouvement continue de se ramifier sur pratiquement un siècle, le mouvement remonte à 1925, on va arriver au centenaire. Quand un mouvement peut comme ça densifier son réseau pendant un siècle, oui, il passe aux politiques assez naturellement. Ce mouvement, c'est un mouvement culturel, pour commencer, social. C'est un mouvement qui a des syndicats étudiants, des syndicats ouvriers, qui est présent à travers toute la société, qui quadrille la société. C'est un mouvement social et culturel à l'origine, mais qui s'est doté d'un parti politique, et le BJP en est justement l'émanation. Donc que le BJP puisse en quelque sorte tirer les dividendes d'une présence à ce point dense dans la société, c'est naturel. Mais il y a eu d'autres facteurs pour expliquer que le BJP soit ainsi monté en puissance. Et d'abord, la dialectique avec l'islamisme. C'est-à-dire que nous sommes dans une époque où la montée de l'islamisme a suscité des chocs en retour. Il y a eu une véritable onde de choc à travers le monde entier, en vérité. Et l'islamophobie se nourrit de l'islamisme et fait l'amalgame islamisme-islam. Et les minorités chrétiennes sont aussi parfois les victimes collatérales de tout cela. Donc on est dans un univers où la peur de l'autre se nourrit de l'attentat islamiste et va permettre à ceux qui l'instrumentalisent correctement de faire de remporter des succès électoraux. Alors ça d'un côté, Christophe Jaffrelot, et puis de l'autre côté, on peut peut-être aussi parler de l'échec ou des échecs du parti du Congrès. Les Gandhis sont aujourd'hui conspués comme une aristocratie trop éloignée du quotidien des Indiens, alors même que, et dans ce programme de 50 pages que vous évoquiez tout à l'heure, Rahul Gandhi défendait lui aussi les plus démunis. Il avait un programme contre la pauvreté, de lutte contre la pauvreté. Ça ne marche pas, disiez-vous, en disant de toute façon, on n'est plus élu aujourd'hui sur des idées, sur un projet, un programme. Malgré tout, est-ce qu'on peut effectivement expliquer aussi la montée de Modi par les échecs successifs de cette famille, les Gandhi? Oui, et là on on retrouve la comparaison internationale. Le national-populisme se nourrit des échecs de la gauche, enfin des gauches. Les Gandhi seraient les Clinton aux États-Unis, par exemple. Sens, la comparaison peut très bien fonctionner. Effectivement, parce que quand on dit gauche, c'est un peu forcer le trait. On n'a pas affaire à des partis de gauche. On a affaire à ce que aux États-Unis on appelle les liberals, à des gens qui sont pour davantage de citoyenneté et d'égalité en tant que citoyen. Ça, c'est un gros défi. Et c'est un gros défi qui, évidemment, concerne les Indiens en premier chef, mais qui nous concerne tous. C'est finalement, quelle est la parade
que l'on peut opposer à cette montée d'un sentiment national populiste. Avant cela, pardon, Christophe Jaffrelot, sur les échecs, oui. Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? Qu'est-ce qu'ils ont mal fait? Ce qu'ils ont sans doute mal fait, c'est de ne pas d'abord assumer leur social-démocratie. C'est-à-dire qu'en fait, le parti du Congrès a fait de la social-démocratie, mais en restant le parti d'une élite. En étant en quelque sorte gentrified, pour reprendre à nouveau un mot anglais, un bobo on dirait en français, en quelque sorte, même si c'est un petit peu tiré par les cheveux. Mais vous voyez bien quelle est l'idée. Toutes les élites, tous les cadres du parti restent issus d'une intelligentsia, d'une élite, et prétendent représenter un peuple avec lequel ils n'ont pas de relation directe, parce qu'ils n'ont pas laissé monter justement dans le parti des gens qui venaient de ces milieux populaires. Là aussi, toute ressemblance avec, est purement fortuite, bien sûr. On est dans un schéma assez global en vérité. À cela s'ajoute un autre problème en Inde, c'est la division, mais ça nous ramène aussi chez nous, la division des libéraux. On a certes le sentiment qu'il faut faire front face à la menace nationale populiste, mais on ne va jamais jusqu'à l'alliance électorale qui permet d'avoir un seul candidat contre le national populiste. Et dans un mode de scrutin à un tour, c'est rédhibitoire. Vous avez des triangulaires, vous avez des quadrangulaires, vous êtes sûr de perdre le siège. Le BJP ne remporte pas 50% des voix. Le BJP est à 40-45% des voix. Si on était face au BJP en étant unis, il perdrait. Mais les libéraux, je reprends ce terme un petit peu attrape-tout, sont incapables de s'unir contre la menace. Et ils trouvent toujours une bonne raison d'essayer de se compter lors du scrutin. Le résultat, c'est qu'ils perdent. Que reste-t-il de l'héritage du multiculturalisme des pères de l'indépendance ? Il ne reste plus grand-chose, et on l'a vu lors de cette campagne électorale à travers un exemple très caractéristique. Une des candidates a fait l'éloge de l'assassin de Gandhi, de l'assassin du Mahatma Gandhi, l'une des candidates du BJP à Bhopal, et a été... Puisqu'il faut le rappeler, les Indiens, pardon de vous interrompre, élisaient leurs députés, bien sûr, qui tout à fait. Nommaient... C'est une élection législative, c'est une élection à la britannique. Mais bon, tout ça est tellement présidentialisé qu'en fait, quand on vote pour un député, on vote surtout pour un Premier ministre, et en l'occurrence, c'était pour Narendra Modi. Donc, cette candidate a fait l'éloge de l'assassin du Mahatma Gandhi, Nathuram Godse, en le désignant comme un vrai patriote. Et ceci n'a pas entraîné de sanctions. Le Premier ministre Narendra Modi a dit qu'il ne lui pardonnerait jamais, mais il ne l'a absolument pas retiré de la compétition, il ne l'a pas sanctionné. Ce qui veut dire que le centre de gravité du discours, les lignes rouges qu'on n'osait jamais franchir sont maintenant loin derrière nous. Le centre de gravité a basculé, est parti vers l'extrême droite. Et ça, c'est au détriment du multiculturalisme, bien sûr. Et du libéralisme tout court. Vous, Christophe Jaffrelot, qui étudiez de près, alors l'Inde bien évidemment, mais aussi l'Asie du Sud, par rapport au reste du monde, et d'ailleurs en Asie du Sud comme ailleurs, est-ce que vous diriez, à l'instar de l'historien américain Robert Darnton, qui en janvier dernier dans le New York Times parlait d'un changement de climat politique, que le rapport à l'autocratie, à la démocratie et peut-être même partant à la tyrannie a changé un peu partout, si on prend un peu de recul général? Oui, ça je pense qu'on ne peut pas le nier. Pour rester sur le cas indien, ce que l'on voit, étude d'opinion après étude d'opinion, c'est l'érosion de la confiance dans la démocratie. On est même maintenant avec une majorité des sondés qui disent que finalement, ce n'est pas forcément le meilleur modèle, le meilleur système. Alors ça s'explique, je pense, de plusieurs façons. L'une des façons, c'est tout de même le creusement des inégalités, qui partout fait perdre confiance dans la démocratie, dans les bases de la pyramide en quelque sorte. Et la globalisation a creusé les inégalités. Inégalités sociales, inégalités géographiques. Dieu sait si les populistes font de bons scores dans les zones abandonnées des territoires nationaux.
Deuxièmement, vous avez aussi un facteur qu'on a trop souvent passé sous silence, c'est que maintenant il y a un modèle alternatif. La Chine vous montre que vous pouvez vous développer sans démocratie. Et on entend souvent en Inde ce discours, mais on a trop besoin de demander à tout le monde ce qu'il pense avant de faire une route ou avant de créer une usine. En Chine, on y va et on passe le bulldozer. Cette idée qu'il y a une alternative à ce qu'on appelait le consensus de Washington, et ce qu'on appelle maintenant le consensus de Beijing, elle fait son chemin, et la Chine, avec son initiative de la route de la soie ou des routes de la soie, est en train de pousser ses pions à travers toute l'Asie et même au-delà maintenant, avec à chaque fois cette même logique. Le développement sans la liberté, on doit se développer sans nécessairement avoir voix au chapitre.